Je m'associe évidemment aux remerciements qui ont été proférés déjà ce matin pour les organisatrices et pour cet accueil magnifique à Orléans. J'ai toujours plaisir à y revenir. Par ailleurs, je m'excuse également parce que j'ai un train à 13h27, donc je vais devoir partir de manière un peu prématurée et ne pourrai pas donc participer aux échanges de la fin de matinée et de l'après-midi. Alors, sans plus attendre, je vais commencer très vite cette intervention parce qu'évidemment, le sujet que je me suis choisi est totalement infaisable déjà en 20 minutes, mais alors encore moins en un quart d'heure, puisque nous avons un temps de parole assez réduit, que je ne vais sans doute pas respecter, je préfère le dire tout de suite. Donc, l'État et la transparence et la transformation de l'État. Alors, petite originalité aussi par rapport à ce qui a été fait ce matin, c'est que je ne vais pas travailler sur un régime juridique particulier, mais ce qui va m'intéresser plutôt, c'est d'essayer de percevoir un mouvement général et de comprendre le sens de certaines transformations de l'État. Dans un premier temps, il est clair que la transparence a été instrumentalisée par l'État, elle a été mise au service de l'État dans différentes conceptions communicationnelles, etc., sur lesquelles je vais revenir. Et il s'avère qu'on a assisté sans doute à une sorte de basculement, puisque c'est l'État dorénavant qui semble se fondre dans une logique de transparence, au point que l'on pourrait peut-être admettre aujourd'hui que la transparence est devenue, c'est un peu l'idée de ma contribution, est devenue un paradigme de l'action publique. Et ce paradigme de l'action publique, évidemment, ne reste pas sans effet pour l'État qui est contraint de s'adapter, de se transformer pour répondre à cette exigence de transparence. Se transformer, je reviendrai sur ces aspects d'adaptation, mais transformation organique comme transformation fonctionnelle, puisque de nouvelles autorités apparaissent et de nouvelles fonctions apparaissent. Alors, la transparence est d'abord instrumentalisée par l'État. Et comme instrument, tout d'abord, il convient de considérer que la transparence est d'abord verticale et ascendante. C'est une classification que j'ai opérée dans ma thèse. Verticale et ascendante en ce sens que d'abord, dans un premier temps, la transparence s'entend comme une distribution d'informations qui part du sommet, l'État, et qui descend, ascendante, vers la société civile. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut d'abord comprendre la transparence et qu'il faut l'envisager comme une instrumentalisation. Alors, comme instrumentalisation, cette transparence verticale et descendante peut se comprendre d'abord de trois manières. C'est un outil politique. C'est un outil politique qui est très ancien parce que la transparence trouve son origine déjà dans la publicité et on la voit apparaître dès le XVIe siècle avec la constitution de la raison d'État. Beaucoup d'auteurs, comme Marcel Gauchet, mais bien d'autres, voient dans la publicité une consubstantialité à la raison d'État. L'État se rationalise parce qu'il est public parce qu'il se rationalise, et cette publicité permet de dévoiler les mécanismes rationnels de l'État. La véritable naissance, pourrait-on dire, politique de cette transparence, ça va surtout être la Révolution française qui va être totalement obsédée par la publicité parlementaire. Et deux aspects se retrouvent dans cette transparence, deux aspects très importants qui continuent à vivre encore aujourd'hui. C'est d'abord le premier aspect, le partage d'un savoir. Le partage d'un savoir, c'est l'idée que la publicité développe l'entendement, développe la connaissance. C'est ce qu'on trouve évidemment chez Kant dans Qu'est-ce que les Lumières. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'idée d'une efficacité politique. Efficacité politique parce que la publicité va aussi être envisagée comme l'outil pour imposer le nouveau régime issu du libéralisme politique, qui est le régime de la représentation politique. La représentation politique ne naît que parce qu'il y a cette possibilité d'instituer à travers la représentation la nation, mais la nation doit pouvoir se voir refléter dans la représentation politique. Et ce reflet, ce jeu de miroir, ce jeu réflexif est possible, est rendu possible par justement cette publicité parlementaire qui est développée par de nombreux révolutionnaires et que l'on retrouve évidemment encore aujourd'hui sous de nombreuses formes. Donc une instrumentalisation très très importante et très ancienne de la transparence dans une optique de représentation politique. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect de cette
l'instrumentalisation, c'est la transparence comme objet du droit, c'est-à-dire que la transparence devient l'objet même, le contenu de nombreuses règles juridiques, c'est-à-dire que devient la raison d'être de nombreuses règles juridiques. Alors là, on peut faire un saut finalement dans le temps, puisque ce développement vraiment de la transparence comme objet du droit, ce sont les années 70, avec la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, la loi du 6 janvier 1978 sur la protection des données, la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs unilatéraux défavorables. Puis encore, on avance un petit peu, on a les lois sur l'encadrement du financement de la vie politique en mars 1988, puis en janvier 90, janvier 95. Et évidemment, plus récemment, nous avons l'encadrement plus global de la vie politique avec les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique qui imposent des déclarations d'intérêt, des déclarations de situation patrimoniale pour les gouvernants et certains hauts fonctionnaires. Et puis la loi Sapin II qui a été évoquée ce matin et qui encadre la pratique des lobbies. Donc nous avons ici vraiment un objet qui est devenu un objet du droit très récurrent. Troisième aspect de l'instrumentalisation, je vais très vite comme vous le constatez, troisième aspect de l'instrumentalisation, c'est la transparence comme efficacité. La transparence comme efficacité, la transparence est devenue une condition de la modernisation de l'État, de la performance de l'État, et apparaissent de nouveaux outils de communication qui permettent là encore de développer la connaissance du droit, des règles juridiques, mais toujours dans une optique d'efficacité, c'est-à-dire dans l'optique d'améliorer l'application de ces mêmes règles juridiques. De ce phénomène apparaît, on va dire, un véritable phénomène d'emballement sur la transparence, puisque la transparence va être mobilisée pour répondre à tous les scandales politiques que l'on va connaître. Alors, sur le financement des partis politiques, les lois de 1988, 90, 95, etc. sont évidemment des réponses à des scandales politiques. Et puis plus récemment, l'affaire Cahuzac connaît une réforme législative, c'est la loi du 11 octobre 2013. La question de l'affaire de Thévenoud, c'est aussi la loi de 2017, comme l'affaire Fillon, la loi du 15 septembre 2017 sur la confiance. Ce sont des textes qui instaure un contrôle, donc une meilleure efficacité de l'action publique par un contrôle. Et cette idée de contrôle de l'action publique va opérer aussi un renversement, en ce sens que la transparence va devenir un mode de légitimation de l'action publique. L'action publique va considérer qu'elle est légitime à intervenir parce que elle est transparente et donc elle peut être contrôlée. Et donc on va connaître un phénomène d'emballement qui fait de la transparence un mode d'efficacité, un mode de contrôle et maintenant un mode de légitimation de l'action publique elle-même. Par conséquent, cette massification de la transparence va entraîner ce que j'appelle ici le paradigme de la transparence, le paradigme de la transparence qui est au fondement de l'action publique. Donc cette massification entraîne un basculement de la transparence comme qui est un instrument, un outil au départ, et qui devient un fondement de l'action publique. Ce basculement se traduit par une nouvelle transparence qui n'est plus verticale et ascendante, ou qui l'est en tout cas moins, mais par une transparence que j'appelle horizontale et cette fois-ci plus descendante, mais ascendante. Horizontale parce qu'on voit apparaître, on y reviendra, des formes de cogestion entre le public et le privé. Et ascendante parce que l'information, qui est évidemment le cœur de la question de la transparence, l'accès à l'information, la transmission, la diffusion d'informations, eh bien provient moins de l'État qui la diffuse vers la société civile que de la société civile qui la produit elle-même et qui la fait remonter vers l'État, qui la réutilise et la redistribue. Donc ce changement de perspective, eh bien, s'accompagne d'une transformation de la transparence qui devient davantage horizontale et ascendante.
Alors ce basculement, très clairement, il apparaît avec un phénomène qui est le phénomène, bien sûr, de l'open data. C'est l'open data qui va submerger l'État et qui constitue le facteur par excellence de soumission de l'État à ce nouvel impératif. Alors la rupture, si l'on veut, s'opère par la rencontre de la transparence avec les nouvelles technologies dont le déploiement prospère avec les systèmes informatiques de récupération de l'information. Ce qui est intéressant ici, c'est que selon certains acteurs, même de l'open data au sein de l'État, serait en jeu le maintien de la souveraineté de l'État. Cette souveraineté consisterait désormais en la capacité d'une autorité à maîtriser le flux des données en régulant, voire en contrôlant l'usage qui en est fait par les acteurs. Alors, dans un contexte de compétition économique, les référentiels, ce qu'on appelle les référentiels publics et privés, sont en concurrence sur un même marché. On assiste en ce sens à la disparition d'un cadre de référence commun que l'État a pu proposer un temps de manière monopolistique. Dans le domaine des données, les références ne sont plus décrétées par un acteur, qui était l'État auparavant, de manière unilatérale, mais fait aujourd'hui référence ce qui est reconnu comme tel par ses utilisateurs. Par exemple, la société Bloomberg propose son propre identifiant des acteurs économiques et notamment des entreprises françaises. Ce standard proposé par cette société se retrouve directement en concurrence avec le référentiel étatique national qu'est la base Sirène et qui est produite par l'INSEE. Donc dans ce contexte, les données de l'État ne resteront pas des standards, des références. Elles ne pourront le rester que si elles sont facilement distribuées, si elles sont facilement accessibles. La réponse, pour rester une référence vis-à-vis du secteur privé, la réponse de l'État, c'est notamment la gratuité des données publiques, avec l'adoption de la loi dite Walter du 28 décembre 2015, qui permet à l'État de maintenir un lien de dépendance du secteur privé vis-à-vis de ses propres données. L'État concurrence les entreprises sur leur propre terrain en proposant des services numériques qui vont être plus efficaces, qui vont être basés sur des données plus nombreuses, plus fiables et plus facilement réutilisables. Donc il en va finalement de la souveraineté de l'État même que de se rendre transparent. Il doit se rendre transparent, presque plus transparent que tout autre acteur, pour pouvoir maintenir sa souveraineté et rester en quelque sorte une référence commune. Alors, tout paradigme impose la manière de concevoir un problème et oriente donc nécessairement la solution apportée. Or, on peut se demander si deux paradigmes ne sont pas ici en lutte. L'un imposant la liberté totale de circulation des données, l'autre celui d'une régulation par l'État. Il existe donc deux solutions à un même problème, solutions qui ne sont pas encore en contradiction, mais qui à terme pourraient le devenir. Alors, premier paradigme, c'est celui de la soumission finalement totale à la circulation des données. Il convient ici de prendre en compte le fait que l'une des principales métamorphoses de l'État, pour l'État, réside dans son obligation d'ouvrir les données à l'aveugle. Alors que la transparence était préalablement sous contrôle, l'État dosant son usage en fonction de ses propres objectifs, justification, efficacité, le principe devient celui de la libre circulation des données, empêchant de définir tout fil conducteur, toute ligne directrice à la réutilisation de ces mêmes données. Il ne s'agit plus d'accéder sur demande aux documents administratifs, ce qu'on appelait la transparence quérable, ce que Guy Brébant appelait la transparence quérable, mais d'ouvrir directement les gisements d'informations détenus par l'État. La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a enregistré ce changement de paradigme en développant de manière considérable le champ des documents administratifs mis en ligne. Toute administration de plus de 50 agents est désormais dans l'obligation de diffuser dans un standard ouvert et aisément réutilisable un nombre considérable de documents. Cette même loi a créé un service public de la donnée qui impose à l'État de mettre en ligne ce qu'on appelle les données de référence, c'est-à-dire les données considérées comme les plus importantes du point de vue économique et social. L'État est donc contraint de se restructurer afin de répondre à cette exigence de diffusion de l'information.
Ça, c'est un premier paradigme. Mais un second paradigme persiste quand même aujourd'hui à travers la question de la régulation des données. La puissance publique réapparaît en vue de concilier l'open data avec les libertés fondamentales et avec l'ordre public. Seul l'État, par sa position plus ou moins désintéressée, reste en mesure de garantir certains droits, et notamment évidemment la protection de la vie privée. On attend donc de l'État qu'il protège les citoyens contre les excès d'une transparence qui lui est extérieure. Or, ce rôle ne peut être rempli que s'il maîtrise lui-même une part de la production et de la diffusion de l'information. Alors, la transparence, dans ce paradigme, est poussée à réinvestir de nouveaux champs sociaux, mais à condition que son intervention prenne de nouvelles formes, plus souples et autonomes. Et là, bien sûr, je pense à la création des autorités administratives indépendantes, comme les premières, la CNIL et la CADA. Et n'oublions pas d'ailleurs que les premières autorités qualifiées d'autorités administratives en France, c'est la CNIL et la CADA, et c'est assez quand même intéressant, ce sont des autorités qui sont là pour réguler la transparence, justement. Donc on voit bien que la transparence, cette exigence de transparence, ce nouveau paradigme, contribue à transformer l'État, l'administration d'un point de vue organique, en le poussant à créer de nouvelles autorités plus souples, plus réactives, qui se détachent de la puissance publique, etc. Donc deux paradigmes qui évidemment ne sont pas sans effet sur la transformation de l'État. Donc c'est là que se trouve le cœur de mon intervention, pour laquelle il me reste 2 minutes. Bref, donc deux paradigmes qui connaissent évidemment deux réponses au sein de l'État. La première réponse dans la manière pour l'État de s'adapter, c'est la création des AI, c'est la régulation. Donc première transformation, l'État devient un État régulateur. Alors ça, c'est un aspect qui est quand même assez connu. La CNIL, la CADA, la régulation, même l'autorité de la concurrence est amenée à réguler la question de l'information, au même titre que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce sont des aspects qui sont assez connus. Donc je vais, pour conclure, m'intéresser davantage aux transformations induites par le premier paradigme, qui est celui de la soumission de l'État à la transparence. Ici, cette transformation a lieu on va reprendre 5 critères. La transparence engendre une numérisation de l'action publique, une expérimentalisation de l'action publique, fait de l'action publique une administration plus collaborative, une administration plus autonome et une administration faillible. Alors sur le numérique, on voit bien que l'État s'adapte énormément à la question de la donnée et du numérique. Ainsi, le décret du 20 novembre 2017 crée la direction interministérielle du numérique et du système d'information de communication de l'État, la DINSIC, dont le décret prévoit que cette direction contribue à l'ouverture des données publiques en promouvant notamment l'innovation en matière de technologie de l'information et de la communication. Elle veille à améliorer la simplification des relations avec les usagers et les administrations de l'État. Donc on voit bien ici le lien direct entre transparence et numérique. Et rattaché d'ailleurs à la DINSIC, la mission État-Lab, qui avait été créée le 21 février 2011 et qui est chargée de la politique d'ouverture et de partage des données publiques du gouvernement français. C'est la mission qui gère la plateforme data.gouv.fr. Autre nouveauté également, la création d'un administrateur général des données depuis le décret du 16 septembre 2014. Donc on voit ici le lien entre la transparence et la numérisation de l'action publique. Deuxième point, la transparence comme expérimentation. Alors la transformation de l'État ne s'arrête pas là, puisque des organes originaux, inspirés du secteur privé, intègrent désormais l'organisation de l'État. Ainsi, existe-t-il actuellement 63 start-up d'État. Leur liste est d'ailleurs répertoriée sur le site beta.gouv.fr. Ces cellules administratives sont portées par un incubateur public, là aussi une nouvelle catégorie, créée, qui peut être un ministère, une direction ministérielle, un service déconcentré, une collectivité territoriale, etc. Ce sont des organes sui generis qui sont créés autour d'un service numérique et qui ont pour objet de réutiliser l'information disponible par les personnes publiques.
Alors à cette expérimentation organique s'ajoute une dimension matérielle également, puisque ces startups sont amenées à réaliser des activités qui sont inconnues au sein de la puissance publique jusqu'ici. Alors par exemple, l'incubateur InnoLab, en décembre 2017, créé par le département du Pas-de-Calais, accueille la start-up Lapin, qui a pour objet de réduire le nombre de rendez-vous annulés, donc le nombre de lapins posés, dans les maisons départementales de solidarité. Donc on voit ici quand même une expérimentation qui est poussée par l'exigence ou le paradigme de la transparence. Troisième aspect de la transformation, l'État, l'administration devient plus collaborative. De nouvelles perspectives s'ouvrent en matière de collaboration administrative. La société civile n'est plus seulement associée à l'organisation des services publics, mais elle est aussi à leur initiative, à leur création, à leur gestion. L'information publique est parfois produite par le secteur privé qui est à l'origine de sa production. Alors comme aspect d'abord de la collaboration, un aspect horizontal qui consiste en un échange d'informations entre les acteurs de l'État et la société civile. Par exemple, le portail data.gouv.fr offre la possibilité d'interagir avec les producteurs des données, donc via le signalement et un forum de discussion. La collaboration horizontale passe aussi par le partenariat avec des profils individuels innovants. A ainsi été créé un programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général, qui a été lancé en 2016 par la présidence de la République et qui sélectionne chaque année une promotion de talents extérieurs à l'administration afin de résoudre des défis en matière de transparence. À cette première collaboration horizontale s'ajoute une collaboration également ascendante, puisque finalement, à l'heure actuelle, c'est la société civile qui produit l'information que réutilise l'État. Par exemple, Tell My City, qui est une plateforme privée, une start-up privée, propose ainsi un système de remontée d'informations aux collectivités territoriales, permettant aux citoyens de signaler les problèmes de voirie ou d'infrastructure au service de l'État. Donc ici, il y a une dimension ascendante, alors qui est évidemment extrêmement novatrice, mais qui peut aussi poser de sérieuses difficultés, puisqu'il en découle quoi? Il en risque un risque de dépendance de l'administration vis-à-vis du secteur privé, puisque l'activité publique se trouve en dépendance vis-à-vis de l'information qui est produite et diffusée par le secteur privé. Donc on est ici dans une logique qui est totalement novatrice et assez originale. Puisque je dois conclure, je ne reviens pas sur l'avant-dernier point qui est la transparence comme autonomisation, mais par contre, je voudrais conclure sur le point relatif à la transparence comme faillibilisme. L'État intègre une philosophie faillibiliste qui lui était normalement assez étrangère. C'est-à-dire que l'État tâtonne, tente, échoue, réussit en intégrant de nouvelles activités finalement à son logiciel. De ce point de vue, par exemple, une start-up d'État a 6 mois pour faire la preuve de son utilité, ou bien elle disparaît. Donc cette transparence favorise une organisation en réseau, interactive, itérative, fondée sur l'acceptation permanente du changement, sur la satisfaction des destinataires, plutôt que sur la conformité à un plan préétabli qui serait encadré, théorisé au préalable par le droit. Donc, soit la start-up réussit, et soit elle échoue. Si elle réussit, elle peut être intégrée à une administration plus classique. C'était le cas de la DINSIC, ça a été le cas d'API particulier, mesaides.gouv.fr, démarche-simplifiée.fr, qui toutes ces activités ont été intégrées à l'État. C'était des start-up d'État à l'origine. La start-up Pix également s'est même détachée de son propre incubateur. Elle a été créée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Tout ça pour dire que l'État, finalement, par la transparence, semble un peu se fragmenter en cellules administratives qui ont un statut totalement incertain, plus ou moins autonome, doté de prérogatives de puissance publique ou pas, qui sont pas forcément extrêmement bien contrôlées. Donc le paradigme de la transparence a beaucoup d'avantages, il contribue à transformer l'État et on peut se demander si par cette transparence on ne peut pas aujourd'hui parler d'une administration de projet ou d'une administration expérimentale, mais qui serait aussi du coup une administration
éphémère, voire peut-être, dans certaines hypothèses, une administration intérimaire. Je vous remercie.